Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin suite à mes derniers points de marché, le Wall Street Insider hier après-midi, la closing bell avec des anticipations haussières sur le taux de change euro-dollar qui se sont largement déployées avec même des cibles qui ont été dépassées puisque j'envisageais un 11,50 $. Bon, le marché ce matin, comme vous l'avez constaté, a accéléré. On va revenir sur les tenants et les aboutissants de tous ces mouvements de marché et puis tenter d'envisager la suite des événements si vous le voulez bien. Sous vos yeux, un avertissement légal que vous avez pu prendre le temps de lire. Alors avant tout, laissez-moi introduire ce morning meeting non pas avec la traditionnelle introduction fondamentale qui viendra, mais avec le concours des analystes DailyFX avec un iPad R2 à gagner pour la meilleure analyse sur le DAX. Vous avez sous les yeux, sous la forme d'un article sur le site, toutes les instructions. C'est globalement très simple. Vous avez ici le règlement, de quoi participer au concours. Vous avez jusqu'à lundi 18 h heure de Paris, donc lundi 18 h, pour déposer votre analyse dans la rubrique du forum DailyFX. Vous ne perdez strictement rien à participer, il y a tout à gagner. N'ayez donc aucune retenue pour simplement partager un commentaire rédigé de quelques lignes ainsi qu'un graphique, et là encore c'est optionnel, pour tenter de remporter cet iPad Air 2 en proposant donc votre avis sur le DAX avec un objectif de cours à établir pour la clôture du vendredi 8 mai. Voilà, merci donc de participer. Ce concours est organisé donc par Sylvain Logadana, notre nouvel analyste qui est bien présent dans notre forum. Vous avez donc ici toutes les informations pour bien comprendre comment participer à ce concours. Alors, que s'est-il passé hier sur les marchés? On vous a proposé 7 webinaires pour accompagner en temps réel justement tous les mouvements de marché hier. Donc je pense que concrètement, il n'est pas nécessaire de vous rappeler qu'est-ce qui est à la base de ces mouvements de marché. Mais globalement, je reviendrai sur une seule chose, tout simplement en provenance des États-Unis. Le chiffre décevant sur la croissance économique au premier trimestre, avec donc une réserve fédérale des États-Unis qui, bien sûr, n'exclut pas cette hausse des taux. Par contre, pour la réunion du 16 et du 17 juin prochain, honnêtement, c'est improbable, voire quasi impossible. Après, on verra bien. Dans tous les cas, si ce n'est pas en juin, peut-être que cela aura lieu au dernier semestre de l'année 2015. Dans tous les cas, c'est inenvisageable, et ce tant que l'inflation se maintient en dessous de l'objectif de 2%. Moi, c'est ce que je retiens hier du communiqué de presse de la Fed. Alors, en ce qui concerne la Grèce, toujours pas d'accord en vue d'un déblocage de la seconde tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. Vous avez sur notre site à nouveau la possibilité de consulter un article qui présente les futures échéances de dette publique de la Grèce, soit vis-à-vis du Fonds monétaire international, soit vis-à-vis de créanciers privés, mais là aussi ça devient limité, soit vis-à-vis du Fonds monétaire international. Bref, il est toujours autant urgent pour la Grèce d'accéder à cette seconde tranche d'aide de 7,2 milliards d'euros. Pour le moment, cela est loin d'être acquis. Aujourd'hui a lieu à 18 h une réunion, un conseil des ministres grec pour justement finaliser le programme de réforme. Donc on peut espérer que ce soir ou demain soit présenté à nouveau par le gouvernement grec et l'équipe de négociateurs grecs des réformes qui seront à ce moment-là proposées à l'Eurogroupe. Bon, l'agenda statistique du jour, il est chargé. Notez bien s'il vous plaît, à 14 h 30 sont attendues des informations importantes qui concernent la consommation des ménages aux États-Unis, avec notamment les revenus et dépenses des ménages au mois de mars aux États-Unis à 14 h 30, ainsi que les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage à 14 h 30. C'est donc pourquoi l'émission Wall Street Insider aura lieu à 14 h 15. Voilà donc globalement pour l'introduction fondamentale, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant forcément je commence par l'indice CAC 40, trêve de blabla, allons plus vite. Vous l'avez remarqué, un ensemble de figures de correction ont été validées hier. Simplement pour vous refaire l'histoire de ce qui se passe sur les marchés actions de la zone euro, un trimestre plus 2 semaines de hausse. Les marchés actions ont monté en ligne droite au premier trimestre, donc janvier, février, mars,
et ils ont prolongé cette hausse la première quinzaine du mois d'avril, puisque le point haut des marchés à peu de choses près a été établi le 15 avril. Bon, avec une tentative de débordement le 27, mais globalement sur le CAC, ça a fait un double top sous les sommets du 15 avril. Donc une hausse en janvier, une hausse en février, une hausse en mars, une hausse la première quinzaine du mois d'avril, a suivi une phase de transition latérale qui a pris la forme de figures chartistes d'inversion de tendance, double top sur le CAC, figure en épaule, tête-épaule sur le DAX, figure en épaule, tête-épaule sur l'Eurostoxx 50, avec déjà des objectifs de cours qui ont été atteints et potentiellement 2/3 du chemin correctif effectué. Reste à savoir si un rebond peut avoir lieu en direction des lignes de coût ou si on va simplement faire un flat avant de rejoindre des objectifs plus profonds. C'est justement maintenant cette question du rythme de marché que nous devons nous poser. Simplement, j'ai tenté à travers un article qui se situe sur le site, alors qui d'ailleurs en termes d'apparence, il y a un léger problème, il faut que je regarde ça, mais je vous ai rappelé concrètement quelles étaient les principales sources fondamentales de la hausse du prix des actions de la zone euro depuis le début de l'année, la baisse du taux de change euro-dollar en fondation A, la baisse du prix du pétrole en fondation B, des rendements notamment obligataires extrêmement faibles et qui tendaient à se détendre davantage en fondement C, et enfin les programmes monétaires de la Banque Centrale Européenne. Ces facteurs de hausse sont-ils terminés? Non, par contre ils sont suspendus. Alors, quels sont ces facteurs suspendus? Tout d'abord, le taux de change euro-dollar et sa baisse. C'est suspendu à court terme, avec notamment des signaux techniques d'achat sur lesquels nous avons insisté tout au long de la semaine. Qu'est-ce qui est encore suspendu? Le maintien sur un prix bas du pétrole. Là aussi c'est suspendu puisque depuis plusieurs semaines, l'analyse technique met en avant des signaux techniques positifs. Avec hier, vous l'avez toutes et tous noté, un nouveau ralentissement du restockage de barils de pétrole aux États-Unis, quelque chose qui commençait à voir le jour il y a environ 3 semaines et qui s'est confirmé, qui a d'ailleurs permis hier à 14h30 au pétrole brut US de tenir cette fameuse ligne de tendance haussière dont nous vous parlons depuis plusieurs séances. Je reviendrai dessus. Autre facteur de hausse qui est suspendu, la baisse rapide des rendements obligataires au sein de la zone euro, avec hier une séance de rupture, l'explosion haussière des rendements obligataires. Imaginez-vous, le rendement du Bund se situait encore mi-avril à 0,07, maintenant il a plus de 0,25, bref, ça a été multiplié par 4 en l'espace de 24 heures. Donc, les rendements obligataires, c'est suspendu, la baisse du taux de change euro-dollar, c'est suspendu, le pétrole qui se maintenait sur un niveau bas, c'est suspendu. On a donc perdu 3 facteurs de hausse du prix des actions européennes sur le court terme. D'un point de vue de l'analyse technique, que se passe-t-il maintenant? Je vais utiliser d'abord l'indice Eurostoxx 50 qui sert de benchmark, et puis ensuite un mot plus précis sur le CAC et le DAX et ce que nous pouvons donc envisager. Moi j'ai cette pattern ici sur l'indice Eurostoxx 50 qui a pris le temps de se construire, donc probablement une structure en épaule, tête-épaule, avec une première jambe de correction ici entre le 13 avril et le 19 avril, un flat, et hier une nouvelle jambe de correction, avec un signal de vente qui a été donné hier à la cassure des 3670 points. C'est à ce moment-là que j'ai envisagé une baisse du marché en direction des 3600 points. Pourquoi 3600 points? Parce que dans le cadre d'une correction en 3 temps, voilà ce que j'ai: A, B et C, avec une target à 3604 points. Et c'est la seule que je vais laisser. Donc pour le moment sur les actions de la zone euro, je dirais qu'on a fait une première cible qui s'établit ici à 3600 points sur l'indice Eurostoxx 50. Il existe ici une première résistance à 3656 points. La question est maintenant de savoir, peut-on effectuer un pullback, donc un mouvement de retour en direction des points de décrochage d'hier, ou va-t-on simplement faire un flat sur ces premières cibles avant de chuter davantage? Ça, c'est la grande question et pour le moment, je n'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est qu'on peut faire confiance aux cours de clôture intraday, et notamment ici les cours de clôture des bougies H4 pour choisir le scénario. Donc pour le moment, voilà ce que fait l'Eurostoxx 50. On se stabilise sur les 3600 points, mais voyez-vous, mon anticipation est davantage baissière. Et je pense que un rebond préalable
où une stabilisation préalable peut intervenir, et c'est ce qui se passe là. On peut peut-être revenir chercher des résistances. Si c'est le cas, je pense qu'il faudra vendre les premiers pullbacks. Mais je pense que l'Eurostoxx 50 pourrait baisser jusqu'à 3540. 3540 points. Donc en termes de rythme de marché, ce qui est envisageable, un rebond ou une stabilisation initiale dans cette zone, et ensuite derrière aller chercher cette target. Hypothèse, le marché tranchera. Qu'en est-il de l'indice CAC 40? Exactement la même configuration graphique que l'Eurostoxx 50, heureusement, puisque les valeurs du CAC 40, en tout cas les poids lourds, composent l'indice Eurostoxx 50. Le CAC 40, la trame de fond graphique, je dirais, c'est cette ligne de tendance baissière primaire, celle qui attrape les sommets de marché des années 2000 et 2007. C'est d'ailleurs au contact de cette oblique de tendance baissière primaire que l'indice CAC 40 a réalisé un double top, ici à 5280 points. La ligne de coup s'établissait à 5118, elle a été rompue hier, a suivi d'ailleurs un pullback ici, lorsque vous zoomez sur ces chandeliers H4. La moyenne mobile simple à 20 jours est rompue sur le CAC. J'établis à ce moment-là les objectifs théoriques du double top. Alors vous me connaissez, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes webinaires, généralement je ne tiens compte que du coefficient d'extension de 0,618. Est-il atteint? Oui, car ce coefficient permettait de trouver un objectif de cours à 5015 points. 5015, c'est fait. Nous sommes donc désormais sur 5015. Deux scénarios sont maintenant possibles. On se stabilise sous la forme d'un range latéral au-dessus des 5015 points, disons entre 5015 et 5050, avant d'avoir un nouveau choc, ou carrément un rebond en direction des 5100 points, rebond technique pullback en direction des 5100 points, avant d'avoir derrière une nouvelle jambe de correction. Car je pense que l'alternative qui consisterait à croire qu'on aurait fait les points bas définitifs, ça me paraît un peu agressif. Et je pense que voilà, on peut avoir un rebond technique, mais justement, comme son nom l'indique, il ne serait que technique pour tester les points de décrochage de la veille. En clair, pour attraper des points de vente, je pense que 5100, 5120, c'est une bonne résistance sur le CAC s'il va le chercher. Alors après, forcément, la première clôture H4 sous les 5015, et à ce moment-là, je viserai 4950. Peut-on être plus agressif et viser plus? Eh bien, je me dis que on pourrait envisager carrément 4850. Là, ce serait vraiment un objectif agressif, une extension puissante, forte. Mais c'est tout à fait envisageable, et ce tant que le marché se maintient désormais sous les 5100 points, 5120 points. Alors qu'est-ce qui mettrait complètement un terme à ce scénario correctif? Redéborder les points de décrochage de la séance du mercredi 29 avril. Voilà donc ce que je peux vous livrer moi sur l'indice CAC 40 comme approche. Je note aussi la présence de cette ligne de tendance qui vient renforcer cette première target à 5015 points et qui passe actuellement aux alentours des 4980, qui a été testé ce matin. Mais constatons qu'on a fait une espèce de chandelier en marteau, la H4, au-dessus des 5000 points, 5015. Mais le marché se contente maintenant de faire, je pense qu'on pourrait faire des toupies, des petits chandeliers sous la forme d'un flat, avant d'avoir une nouvelle jambe, ou carrément revenir tester cette résistance. Là, il y a quand même deux scénarios possibles. Et je ne sais pas lequel va se matérialiser, mais je ferai confiance, moi comme d'habitude, à mes clauses H4. Alors ce que je viens de vous dire sur l'Eurostoxx 50 et le CAC, c'est globalement le même topo sur le DAX. Là aussi, une première partie du chemin a été faite, à savoir les 11 400 points. On constate d'ailleurs que le marché travaille ces 11 400 points, mais qu'aucun cours de clôture n'a été établi en dessous. Pour le moment, on se stabilise sous la forme d'un flat entre 11 400 et 11 500. Deux scénarios sont possibles. Un rebond technique en direction des 11 600 points, 11 620, et là ce sera short, car c'est la ligne de coup d'une configuration en épaule, tête, épaule. Soit on fait juste un flat entre 11 400 et 11 500 avant de retomber davantage. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme target sur le DAX? 11 150. Voilà, moi c'est ce que je vise. 11 150, 11 200. Et voilà, c'est l'objectif, une des targets théoriques en tout cas importantes
de cette configuration en épaule, tête, épaule, head and shoulders. Voilà, bon, en tout cas, je pense que c'est globalement cohérent, et ce du point de vue de l'analyse technique, et ce du point de vue de l'approche intermarché. Alors, c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer. Le maintien du taux de change euro-dollar sous le niveau des indices était un facteur de soutien des indices, enfin du prix des actions européennes, de la zone euro en tout cas. Ce socle a-t-il définitivement disparu? Non, mais il est mis entre parenthèses. Il est mis entre parenthèses. Il est suspendu. Que nous disait hier l'analyse technique du taux de change euro-dollar? Moi, je me rappelle vous avoir abandonné dans l'émission Wall Street Insider sur ce chandelier H4. Alors, je vais refaire un peu l'histoire. Voilà, je vous ai abandonné ici, sur ce chandelier H4. Donc, on avait en effet une mèche haute sous les indices 50. Mais à ce moment-là, j'avais insisté sur le fait qu'on était dans une situation très différente du 18 mars, une situation très différente du 26 mars et très différente du 6 avril, tout simplement parce que le momentum du marché était différent. J'attendais la prochaine bougie H4, forcément si on avait eu un avalement comme le 26 mars, ou une pénétrante comme le 6 avril, ou une mèche haute comme le 18 mars, je me serais posé des questions. Mais nous avions les données de notre Speculative Sentiment Index qui indiquaient un niveau extrême de vendeurs. Ça c'était un élément haussier. Alors, on refait l'histoire. Quel a été le chandelier H4 qui a suivi? Hop, le voici. Donc là c'est sans appel, voilà le chandelier H4 qui a suivi, clairement différent de celui du 26 mars ou du 6 avril. Alors dès lors on avait un signal positif qui permettait d'envisager plusieurs cibles. Tout d'abord les 1,1150$, les 1,1150$ qui ont été atteints très rapidement hier en fin de session européenne. Et puis ce matin, à l'ouverture, peu avant l'ouverture de la bourse de Paris, aux alentours de 8h30, le taux de change euro-dollar est venu tester cette ligne de tendance haussière qui permettait d'attraper un support à 1,1060$, rebond, reprise de la hausse, cassure d'une nouvelle résistance à 1,1150$. Donc désormais on peut considérer les 1,1150 comme un support, ici, sur l'euro-dollar, avec désormais une prochaine cible à 1,1273. En fait c'est ce niveau, on va l'établir plus proprement que ça. Voilà, je dirais 1,1260. Bon, ça a globalement été fait. Est-ce qu'on peut désormais envisager davantage? La réponse viendra certainement du dollar US, mais aussi de l'euro, puisque si vous jetez un œil à l'euro CAD, l'euro AUD, l'euro NZL se sont bien replis. Le dollar US, il a quand même désormais une configuration double top au-dessus de la tête. Le risque pour le dollar US maintenant, c'est de casser les 11 736 points. Alors, si le dollar US casse sur notre indice FXM Dow Jones les 11 736, c'est pour se replier à 11 600. Et si notre indice devise se replie à 11 600, ce qu'il peut tout à fait faire, et ce à court terme tant qu'il se maintient sous cette première résistance à 11 838, eh bien cela peut ramener le taux de change euro-dollar en direction des 1,1380. Voilà. En direction des 1,1380. Voilà, je pense que l'euro-dollar pourrait aller chercher cette zone-là. Alors, puisque je suis sur le graphique de l'euro-dollar, je vais simplement passer en données journalières pour envisager la suite des événements. Que se passe-t-il en données journalières? On a globalement, d'une certaine façon, un double creux. Un double creux en plus intéressant car le second creux est un peu plus haut que le premier. Donc, c'est quelque chose d'assez fort. Maintenant, si je raisonne justement sur cette pattern en double creux, que j'extrapole, et que je vais simplement chercher le fameux coefficient multiplicateur des 0,618, cela me donne une target à 1,1410$. 1,14, bon, 1,14$, quoi. Je pense donc que le taux de change euro-dollar peut aller à 1,14$, et ce, désormais, tant qu'il se maintient au-dessus des 1,1050. Cela sera-t-il du fait de l'euro ou de l'USD ou des deux? Aucune idée, ça peut être des deux. Si par exemple, suite au Conseil des ministres grec, un nouveau plan de réforme est proposé à l'Eurogroupe et que l'Eurogroupe l'accepte, ça peut faire monter l'euro. D'autre part, on a maintenant des éléments fondamentaux.
qui peuvent permettre de prolonger la baisse du dollar US. Alors ça peut tout ça permettre de défendre une target à 1,14 $, qui serait une des cibles théoriques de ce double creux sur le niveau des 1,0450, 1,05 $, ici sur le taux de change euro-dollar. Bon, voilà, concrètement, moi c'est ce que je peux vous proposer comme approche, ça vous plaît ou pas, c'est une approche chartiste qui est simple, et j'apprécie finalement l'utilisation de ces extensions. Alors forcément, si on a un taux de change euro-dollar qui remonte à 1,1380, 1,14, comme je l'envisage, cela peut s'accompagner d'un CAC 40 qui se replierait en direction des 4950 points. Voilà donc ce que je pouvais moi vous proposer comme point de vue sur le taux de change euro-dollar. Je vais jeter un œil à vos premiers commentaires, voir ce que vous avez comme question, peut-être pour parler d'autres actifs. J'ai une déception bien sûr qui est du côté du XAU-USD. Bon, Adrien vous en a parlé ce matin. J'ai souvent répété que les métaux précieux sur les marchés financiers n'ont actuellement aucun rôle. Ils n'en ont aucun, ils sont flats depuis le début de l'année. Un métal précieux en portefeuille, ça ne rapporte pas de rendement, pas de coupons, pas de dividendes. Les métaux précieux n'ont finalement aucune valeur intrinsèque, si ce n'est leur valeur liée au marché physique, donc l'offre et la demande, ou leur utilisation industrielle. Mais on sait que ces fondamentaux-là ne plaident pas en faveur d'une appréciation des métaux précieux. Donc concrètement, ils n'ont de valeur que vis-à-vis du dollar US. Et malgré ça, hier, l'once d'or et l'argent métal ne se sont pas alignés sur la progression des paires en dollars majeurs. Donc, c'est compliqué. Alors, je regarde vos premières questions. Alors, question de Pablo. Alors, en effet, je vais ajouter l'indicateur Ishimoku. On va se le mettre en daily, puisqu'il s'avère que en données journalières, en fait, c'est la partie haute du nuage qui a été débordée. C'est important de noter que sur le taux de change euro-dollar, la dernière fois qu'on avait débordé la partie haute du nuage, ça remonte au mois de mai 2014. Moi, j'utilise pas réellement cet indicateur parce que je ne le maîtrise pas, mais je pense que généralement, lorsqu'on traverse comme ça le nuage, c'est plutôt un signal de force. Et ça viendrait maintenant renforcer le premier support qui s'établit à 1,1150. Voilà. Bon. Aparté, parenthèse si vous voulez. En tout cas voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, toujours un... Alors, le son est pas assez fort. Ah oui, je l'ai peut-être pas mis assez fort en effet. Bon, on va le monter davantage. Ok, le GBP-NZD. Alors GBP-NZD, vous le savez, on vous a proposé un suivi extrêmement bullish, haussier, hein, on va arrêter d'utiliser ce jargon britannique. C'était quoi à l'origine l'anticipation? Elle était technique. Un énorme support mensuel, hein. Vous avez sous les yeux les chandeliers mensuels, les bougies japonaises mensuelles du taux de change GBP-NZD, avec donc un support complètement massif à 1,9360. Le nombre de mèches mensuelles sur le taux de change depuis mai 2014, énormissime, hein. Mèche. Mai 2014, juin, juillet, septembre, janvier, mars, avril. Bon, il s'avère que hier, les RBNZ, on a des éléments qui sont venus justement renforcer la baisse du dollar néo-zélandais. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons régulièrement recommandé l'achat du GBP-NZD. Nous avons aussi apprécié le fait que la livre sterling se montre résiliente au ralentissement du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni au premier trimestre. Petit rappel quand même de prudence, les paires en GBP, enfin le GBP a fortement progressé depuis le 20 avril. Il y a des belles performances qui ont été réalisées. Attention, jeudi prochain, élection législative au Royaume-Uni, ça peut augmenter la volatilité sur la livre sterling. Les trades étaient à réaliser en amont. Malgré tout, le GBP-NZD, c'est tout de même une paire extrêmement haussière, avec un point de départ sur le support mensuel à 1,9360, une pattern en épaule tête épaule active ici à 1,95. Hier, grâce à la RBNZ, la cassure de la résistance ici à 2. Alors, comment détermine-t-on les objectifs de cours désormais? Je vais utiliser les extensions de Fibo. J'attrape tout d'abord l'amplitude du range. Alors, je vais l'attraper proprement. Amplitude totale du range, et moi je m'intéresse au 0,618. Comme d'habitude, donc je le positionne.
Ensuite, une jambe de hausse, un flat, une jambe de hausse. J'attrape donc l'amplitude totale balayée dans la jambe de hausse et j'en projette la target. Et je m'intéresse au 0,618. J'ajuste proprement ici sur le bottom. Voilà, ce qui permet d'envisager toutes ces cibles-là. Les 2,0243 ont été atteints. Vous remarquez qu'on a un cours de clôture ici pile poil. Puis on transige, toupie, ça relance ces supports désormais. D'autre part, on déborde ce niveau-là. Donc le GBP-NZD peut prolonger en direction des 2,04. Voire davantage. Si je reprends la target du triple bottom, enfin du double bottom d'une certaine façon, et que je vais simplement chercher cette fois-ci 100% du mouvement. Alors on peut envisager la poursuite de la hausse de cette paire de devises, pourquoi pas même en direction des 2,07 en données journalières. C'est pas suracheté encore, ça l'est en H4, mais ça ne l'est pas en D1. Donc je pense que la progression peut se prolonger avec un premier support à 2,0240 désormais. Alors, une question de visiteur. Alors, si j'ai bien compris, les mauvais chiffres américains font baisser les indices US qui, en tant que leader, entraînent avec les indices européens. Alors, je pense que c'est un peu différent. Pour moi, ce sont deux marchés à part. Il n'y a qu'à voir. Jusqu'à la mi-avril, les marchés actions de la zone euro prenaient 25%, Wall Street 0. Donc, moi, je les étudie de manière différente. Qu'est-ce qui a fait reculer la croissance économique du PIB US au premier trimestre? C'est le commerce extérieur. Pour des éléments déjà liés à l'économie réelle, qui concernent l'activité de certains ports sur la côte Est. À cela s'est ajouté bien sûr la force du dollar US. Mais concrètement, la contribution de la consommation des ménages, elle est ressortie conforme aux attentes. Donc, ça peut être purement conjoncturel, ce qui s'est passé au premier trimestre. C'est pourquoi, méfions-nous tout de même de la suite des événements. Le dollar US teste un seuil qui est vraiment là pour le coup décisif, les 11 736, il peut le briser, mais j'ai envie de dire que la décomposition du niveau de la croissance économique US au T1, c'est pas si horrible que ça. Alors c'est sûr que la réaction des indices US, j'en parlerai cet après-midi, elle est plutôt négative, c'est un fait, notamment sur le SP500, le Dow Jones, qui de toute façon n'ont jamais donné de signaux positifs. Ils ont notamment échoué le 27 avril à déborder leur sommet annuel. Le SP500 d'ailleurs revient au contact des 2094 points. C'est une espèce de canal dont je vous ai parlé hier. Mais les marchés actions US, je vous en parle cet après-midi. Un mot sur le Nikkei. Alors le Nikkei, je vais aller chercher mes charts daily. Ce sera plus propre. Ok, donc le Nikkei, alors voilà, je vois, vous en parlez beaucoup. Le Nikkei, je vais aller le chercher, vous inquiétez pas. Ok, je regarde un peu toutes les questions. Alors, visiteur, le GBP-NZD. Alors, c'est vrai que le GBP-NZD, on en a régulièrement parlé dans nos émissions et à travers beaucoup d'articles sur le site. Pas forcément dans le forum, mais c'est vrai que c'est difficile. Nous, on essaye quand même on répartit nos forces. C'est surtout notre analyste Sylvain Le Gadanin qui est présent sur le forum. Alors, le Nikkei. Le Nikkei, c'est un peu comme les actions de la zone euro. C'est-à-dire que, voilà, on a cassé des supports. On casse cette ligne de tendance ici sur le Nikkei. Je regarde si on a une un peu plus importante. La voici. On casse cette ligne de tendance. Il y avait en l'état d'ailleurs ici une espèce de div. Je pense que le marché action japonais est sorti par le bas d'un wedge. Alors le wedge, quelle en est la target théorique? Revenir sur les sommets de 2007, peu probable. Par contre, réenvisager un Nikkei, revenir tester les 18 940 points, pourquoi pas. Bon, à la base je visais 20 000, mais j'avais
expliqué que je visais même 20 833. Une résistance de l'année 2000. Je la vise toujours, mais cette année. Donc on sort par le bas d'un wedge. Lorsqu'on sort par le bas d'une telle figure, généralement on en retrace 100%. Le cours de clôture 19 183. Donc, 19 183. Bon, attendez, je vais le positionner bien. Hop, voilà. Donc voilà, je pense que le Nikkei peut se replier dans cette zone. À ce moment-là, il faudra s'y intéresser. Voilà, ça c'est ma trame de fond. Hein. 18 938, 19 100. Ce qui m'intéressera à moi à ce moment-là, c'est de chercher des stratégies de relance dans cette zone. Alors, je pense qu'à court terme, on peut se replier en direction des 19 183. Clairement, c'est globalement une des targets majeures de ce wedge. Et puis regardez ici, c'était aussi un niveau, une base horizontale importante. On avait d'ailleurs fait ici une ligne pénétrante haussière, dont la base se situe à 19 138. Donc oui, je pense que voilà, c'est une des targets qu'on peut viser. Et c'est probablement un peu comme les marchés actions de la zone euro. On a fait peut-être deux tiers du chemin correctif ici sur le Nikkei. Bon, ces corrections, ces prises de bénéfices. D'une certaine façon, on a même 5 temps de hausse terminés. On a un 5e temps ici en wedge. Globalement ici, on avait 5 vagues. Et on a fait un 5e temps sous la forme d'un biseau. On peut même envisager ici, c'est typique de toute façon des wedges en vague 5, avec un piège ici, une fausse cachure. Concrètement, oui, le Nikkei peut se replier en direction des 19 183. Et je pense qu'entre 19 000 et 19 183, il pourra y trouver un support. Alors, le Bund, le Copper, la Grèce, ok. Alors, je vais regarder tous ces éléments-là. Je sauvegarde simplement cette disposition graphique. Je recharge mes charts intraday. Et je réponds à toutes vos questions parce que je pense qu'en effet que le Copper, si mes souvenirs sont bons, avait tendance à être bien orienté. Il avait tenu une ligne de tendance haussière. Il attaquait la partie haute d'une sorte de configuration en drapeau. Bon, je vais regarder le Bund. Je vais essayer de regarder ce qu'on peut envisager justement sur le Bund. Ok, donc, bon, pour moi, l'eurodoll, on a toujours un premier support à 1,1140, 1,1150. Hein. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Le Copper. Ah bah, on est sorti par le haut. Excellent, excellent. Donc, le Copper a en effet bien réagi sur cette oblique de tendance haussière dont je vous ai parlé la semaine dernière. On sort par le haut d'une espèce de drapeau, à l'image d'ailleurs de ce marché vous avez proposé ici. Le Copper, c'est pas évident, mais globalement on fait des flats comme ça, qui ont des formes un peu particulières en analyse chartiste. On est probablement parti pour ce type d'impulsion. On était dans un fanion, je visais 2,80, on est sorti par le haut. Regardez d'ailleurs, c'est propre, hein. On a la ligne de tendance, on casse, on pull back avec des toupies et ça relance. Donc, moi le Copper, je pense qu'il est parti pour rejoindre les 2,90. Je jette un œil en D1. Mais oui, écoutez, 2,90, je confirme. Donc désormais, nouvelle target 2,90, nouveau support à impérativement préserver, ou intéressant pour gérer son risque à l'aide d'un stop de protection, sous 2,78 pour viser 2,90. Voilà donc pour le Copper, le Bund. Alors le Bund, hier je vous ai expliqué que pour tout un tas de raisons, et notamment l'échec de l'adjudication hier de dette allemande et anglaise, car la demande a été très faible. Pourquoi la demande a été faible? Parce qu'un rendement à zéro, ça commençait à bien faire. Par contre, hier j'ai évoqué le fait que ce marché peut tenir le prix des 156. Pourquoi? Parce que le prix des 156, support majeur, c'est quand même le point de départ du programme de quantitative easing que la Banque Centrale Européenne a engagé le lundi 9 mars dernier. Donc, je pense qu'on peut tenir ce niveau des 156. Maintenant, sur le très court terme, on a une première résistance ici à 157,48.
En l'état, j'ai pas encore de div. J'ai pas suffisamment d'éléments pour vous dire qu'on a fait un point bas. On est bientôt survendu. Moi, ce qui va m'intéresser sur le Bund, c'est une réaction sur 156. Et je surveille des divs. On va peut-être maintenant prendre le temps d'observer des divergences haussières sur le RSI, au moins H4, au moins une survente D1. Donc mon opinion est qu'il est probablement trop tôt pour rechercher des longs, mais il va falloir commencer à le surveiller de près. Mais il est probablement trop tôt pour rechercher des longs. Alors la liquidité est taxée mais pas les métaux précieux. Voilà, alors après il y a peut-être des éléments comme ça importants. Alors le GBP AUD je vais en parler. Le copper je viens de vous en parler. J'espère que cela vous a satisfait comme réponse. Le GBP AUD. Alors le GBP AUD bénéficie forcément de la réaction puissante du GBP complètement, je dirais, insensible, étanche au ralentissement du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni au premier trimestre. Moi, le GBP-AUD, je vois ça comme une puissante compression. On a toujours cette ligne de tendance haussière. On a une configuration en triangle maintenant. Donc voilà, on a cette oblique baissière que le marché peut rejoindre et qui passe à 1,9528. C'est certain, c'est que le jour où le GBP va sortir de cette compression, ça va faire mal. A-t-on des signaux précurseurs du côté du RSI? Oui, je l'avoue. On a fait une cassure sur le RSI. Alors, est-ce que le fait que le RSI ait fait une cassure haussière permet d'envisager une cassure haussière sur les prix? C'est un des éléments qui invite en tout cas à ne pas shorter agressivement un test des 1,9528. Donc je pense qu'à court terme, on peut aller chercher un 95, un 95,20. Mais au fond, le GBP AUD pourrait prolonger en direction des 1,96,54. Il y a en effet des éléments intéressants ici du côté du RSI. Voilà. Et du côté des prix aussi. Donc, mais je suis méfiant parce que voilà, on est de toute façon dans la partie haute de cette compression. Alors après, est-ce qu'on aurait là une espèce d'épaule, tête-épaule inversée de continuation? Alors là, dans ces cas-là, on monte à 2 quoi. C'est pourquoi le pivot se situe là, entre 1,95 et 1,96,50. Donc c'est vraiment à surveiller, mais c'est certain qu'il y a un biais de plus en plus haussier. Donc en effet, c'est une paire de devises intéressante à suivre. Ok, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci encore de votre participation au concours des analyses sur notre forum. Je vous retrouve à 14h15, notez bien 14h15 pour l'émission Wall Street Insider avec des statistiques américaines, notamment les revenus et dépenses de consommation des ménages. Donc bon appétit et à tout à l'heure.